Et c'est pour moi et puis pour l'ensemble de l'université que je préside un très grand plaisir d'ouvrir ce colloque, éduquer et former au monde de demain, dans le domaine justement de l'éducation, notamment au développement durable. Et ça l'est pour au moins quatre raisons principales. Tout d'abord, parce que notre université, l'université Blaise Pascal, est engagée depuis longtemps, en fait, depuis 2010, dans une politique de développement durable, qui structure d'ailleurs son actuel projet d'établissement, qui fonde son identité. Alors, une stratégie de développement durable, bien sûr, à la fois dans le domaine, qui est bien connu je dirais, des problématiques de performance énergétique, des problématiques bâtimentaires, et du bâtimentaire universitaire. Nous sommes engagés notamment dans une démarche d'éco-campus sur un des sites emblématiques de l'université, le site des CESO. Mais au-delà de ces problématiques-là, c'est véritablement autour des comportements, justement des pratiques quotidiennes, à la fois des personnels de l'université, des enseignants, du rôle aussi justement de l'université dans, je dirais, le rôle citoyen de l'université, que nous souhaitons nous engager autour de ces problématiques-là. Et de ce point de vue-là, effectivement, la créativité, l'innovation, qui sont les mots qui sont au cœur de ce colloque, eh bien, je crois que ce sont effectivement des leviers importants pour qu'une université comme la nôtre, qui est engagée dans ces problématiques-là, puisse pleinement justement jouer, remplir leur rôle en termes sociaux, leur responsabilité sociétale. Donc cette politique de développement durable, nous sommes justement heureux de pouvoir notamment la mettre en œuvre je dirais en soutenant ce colloque, qui d'ailleurs, par, je dirais, une coïncidence, je ne sais pas si c'est une coïncidence d'ailleurs, s'inscrit également dans une semaine, qui est la semaine étudiante de l'environnement, sur le site Clermontois, où justement, sur une multitude de sites de l'université, eh bien, il y a des associations étudiantes, parce que c'est la logique de la semaine étudiante de l'environnement, des associations étudiantes justement qui multiplient les événements, les animations justement, autour des problématiques qui nous occupent. Deuxième raison pour laquelle, justement, c'est pour nous un plaisir d'ouvrir ce colloque. Là, je serai très bref, puisque je pense que le directeur de l'ESP en dira plus. C'est parce que notre école supérieure du professorat de l'éducation, qui est une composante de l'université Blaise Pascal, a depuis là aussi assez longtemps développé, à côté de son offre de formation, on va dire classique, des masters MEF premier et second degré, développé justement une offre de formation, des activités de recherche dans le domaine de l'éducation et notamment de l'éducation au développement durable. Donc c'est un des points forts justement de cette SP, et de ce point de vue-là, je crois que le fait d'organiser dans cette enceinte cette manifestation nationale, justement, contribue, je dirais, à rendre encore plus visible cet atout qui pour nous est tout à fait important. Troisième raison, justement, qui nous pousse à soutenir évidemment cette manifestation, c'est parce que l'université Blaise Pascal, son école supérieure professorale d'éducation, sont fortement impliquées par l'intermédiaire de ses équipes, et puis par l'intermédiaire notamment de notre collègue Didier Mulnet, un travail national qui implique la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles, des représentants du ministère et du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, de l'État plus généralement, et d'ailleurs représentants, structure dont je suis heureux d'accueillir les représentants, soit aujourd'hui, soit éventuellement demain, selon je dirais les impératifs des uns et des autres, mais enfin nous sommes heureux effectivement de les accueillir. Et ce travail, notamment qui a déjà d'ailleurs motivé un premier colloque l'année dernière, est sur le point d'aboutir, notamment à des outils qui vous seront présentés dans le cadre de ces 2 journées, notamment un guide de compétences en développement durable qui sera présenté, un site collaboratif qui permettra justement de pouvoir encore enrichir une réflexion collective qui est engagée déjà maintenant depuis plus de 2 ans. Et puis, enfin, un dernier point, c'est bien sûr aussi un plaisir d'accueillir plus de 150 personnes dans nos locaux de l'ESP, sous le ciel radieux de Clermont-Ferrand pour l'instant. Donc du coup, voilà, c'est le bonjour pour ouvrir. Les auspices sont favorables, on va dire. Justement, et de vous accueillir pour croiser vos compétences, pour croiser vos regards. Je salue évidemment un certain nombre de collègues qui sont venus pour certains de loin, notamment du monde francophone, puisque c'est là aussi une des spécificités, une identité forte de notre SP.
Et je vous souhaite donc 2 belles journées, riches et intenses à la lecture du programme, de travail, d'échange, de convivialité aussi, je crois, et de partage. Voilà, donc 2 très belles journées à vous. Merci. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue à l'ESP Clermont-Auvergne en tant que directeur de cette ESP qui, comme l'a précisé Mathias Bernard, est une composante de l'Université Blaise Pascal. Alors je vais faire cette introduction avec 2 casquettes, parce que souvent on est amené à avoir plusieurs casquettes dans ce type de fonction. Donc la première, c'est celle de directeur de l'ESP, et la deuxième, c'est celle d'enseignant-chercheur en didactique de la physique. Alors, en tant que directeur d'ESP, ce que je souhaite vous dire ici dans cette introduction, c'est que, comme l'a dit Mathias Bernard tout à l'heure, l'ESP Clermont-Auvergne développe depuis longtemps la question, les points en termes de formation et de recherche à propos des éducations A. Alors effectivement, on a depuis 2004, on a un master qui est en éducation à la santé. Donc maintenant, ça fait 12 ans, c'est un master qui dure et qui continue à avoir du succès au niveau de la demande. Et on a aussi depuis peu créé une licence qui est en lien avec la question de la prévention à la santé. Et bien sûr aussi le DU, formation en éducation au développement durable. Donc vous voyez que ici c'est vraiment une tradition de s'intéresser à des questions qui sont complexes, mais avec des questions de formation et de recherche autour de questions qui ont des enjeux sociétaux très forts. Et le développement durable fait bien sûr partie de ce pôle-là des éducations A. La deuxième casquette que j'ai ici ce matin, c'est celle de chercheur en didactique de la physique. Et je voulais vous dire que je suis vraiment impressionné par votre courage. Alors je vais vous expliquer pourquoi je suis impressionné par votre courage, parce que en tant que didacticien de la physique, déjà je trouve que c'est une question très compliquée, la question de l'enseignement, de la formation, de l'apprentissage, de la physique. Et pourtant la physique, donc ça c'est lié à la dimension éducative, mais la physique c'est, déjà il y a une seule discipline en physique, et c'est aussi un savoir qui est stabilisé. Et il se trouve que vous vous attaquez, dans le développement durable, à c'est du coup pas une discipline, mais un ensemble de disciplines, d'économie, de biologie, d'éléments, sûrement de physique, de climatologie, voilà. Je pense que la liste est relativement longue, je ne la connais pas, parfois avec aussi des thèmes qui sont pas forcément stabilisés, et là je pense au travail qui sont sur les questions socialement vives. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous trouve très très courageux de vous attaquer à cette question-là. Et cette différence, je la trouve vraiment intéressante. C'est-à-dire que de se poser des questions autour de la didactique d'une discipline qui est stabilisée et unique, et de la comparer avec des questions de didactique d'une autre discipline qui a d'autres caractéristiques. On peut, par exemple, s'interroger sur le fait de savoir ce que ça implique en termes de travail, en termes de méthode de recherche, en termes de questions de recherche, de cadrage théorique. Cette différence-là, qui est une différence épistémique forte. On peut aussi se demander, pour la physique, savoir si la physique est vraiment une seule discipline. Pareil pour les mathématiques. Est-ce qu'il y a une différence entre, pour la physique, enseigner la relativité ou enseigner l'électrocinétique? Est-ce que c'est vraiment les mêmes disciplines? Est-ce qu'elles ont les mêmes fondements? De la même manière qu'en mathématiques, on peut se demander si la géométrie et l'algèbre sont 2 mêmes disciplines. Et quelle différence il y a entre ces disciplines? Est-ce qu'elles sont, est-ce que les mathématiques sont une seule ou même discipline? Voilà, donc c'est vraiment des questions fondamentales que je trouve qui permettent d'être éclairées par cette particularité-là du développement durable. Et le dernier point, c'était en fait de considérer qu'ici, on se retrouve donc avec des enjeux de société vraiment très très forts autour de ce colloque, qui mobilise une très très grande complexité. Et c'est pour cette raison que je vais arrêter ici ce discours, parce que pour vous laisser le plus de temps pour pouvoir travailler sur ces questions très complexes au fil de ce colloque de 2 jours. Voilà, je vous remercie encore une fois à tous d'être venus, et je vous souhaite vraiment du bon courage, beaucoup de courage, parce que je vous trouve vraiment très courageux, encore une fois. Merci.
Bonjour. Ah. Je me suis trompé. Eh bien, très... Apparemment, il marche. Alors. Bonjour à toutes et à tous. Alors, savoir s'adapter, c'est très important. L'année dernière, j'étais à la même place. Et quelques temps auparavant, j'ai changé avec Didier, qui est, je ne sais pas où il est, changé avec Didier sur la teneur de l'intervention que je devais avoir en introduction. Il m'avait dit, bon, Gérald, tu fais, tu parles de la conférence des grandes écoles, là, les 220 écoles, enfin, tu vois, un truc institutionnel. Et donc je me retrouve à cette table et à côté de moi j'avais donc monsieur Youssoufi Touré, donc qui était président, qui est peut-être toujours président de l'université d'Orléans, et monsieur Jourdan, donc l'ancien directeur ici de l'ESP. Et le premier, donc monsieur Jourdan, commence par effectivement une intervention très éloquente sur l'éducation, suivie de monsieur Youssoufi Touré, donc président de l'université d'Orléans, qui part dans une intervention, mais là, stratosphérique, sur le lien entre l'espace et le temps. Et là, moi, je me dis, j'allais passer derrière ces deux personnes-là, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ma présentation très institutionnelle et donc j'improvise totalement. Mais alors, totalement, avec plus ou moins de succès. Et je me dis, donc, voilà, il faut savoir s'adapter. Et cette année, donc, fort de ça, je me dis, bon, je vais préparer quelque chose d'un peu souple, hein, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis, patatras, bien sûr, ça devait arriver. Notre collègue Céline Leroy de la conférence des présidents de l'université, un petit souci personnel, et m'appelle donc la veille, il me dit, est-ce que tu ne veux pas faire l'introduction pour le compte de la conférence des grandes écoles et de la conférence des présidents d'université? Je lui dis, d'accord. D'accord, j'y vais, je vais faire quelque chose. De toute façon, c'est un petit peu à l'image de la collaboration que l'on a ensemble. Et bon, je me jette. Et donc, bon, il faut à nouveau savoir s'adapter. La pédagogie de l'action, elle est au cœur du dispositif opérationnel du guide de compétences transversales. Alors ce choix, il s'est rapidement imposé au groupe de travail, dès lors que nous avons acté collectivement que le développement durable n'était pas une discipline, mais plutôt un ensemble de compétences reliant les disciplines, pour leur permettre effectivement de donner une meilleure réponse aux enjeux sociétaux. Nous sommes convaincus que ces compétences sont le terreau d'une innovation responsable, pour autant qu'on laisse la part de créativité que nous avons tous en nous s'y exprimer. Les enfants sont naturellement créatifs. C'est une aptitude qui est au service d'une pulsion vitale, on va dire, et qui est peut-être aussi un peu le secret du développement de l'espèce humaine, d'une certaine façon, et de son adaptation, encore une fois. Et pourtant, de nos jours, une fois adulte, eh bien, cette compétence, la créativité, eh bien, elle se retrouve, je dirais peut-être cantonnée dans quelques secteurs d'activité. On parle des secteurs artistiques. Et pourtant, quand je me disais, voilà, en ayant cette réflexion, est-ce que si je disais artiste ingénieur, artiste avocat, artiste comptable, oui, je sais, le dernier fait sourire, moi aussi, mais pourtant, cette part de créativité, elle doit exister aussi dans tous les métiers. Ken Robinson, que vous connaissez certainement tous, hein, donc un grand spécialiste de l'éducation, moi dont j'ai fait la connaissance à l'occasion d'une conférence TED, Technology, Entertainment and Design, que vous devez connaître aussi, hein, ce genre de conférence, fustige, enfin de façon bienveillante, hein, le monde universitaire, il en vient, et fustige l'éducation de façon générale, sur les systèmes donc éducatifs qu'il rend responsables de cette perte de créativité une fois adulte, une fois arrivé à l'âge adulte. Par trop normalisateur, portant au pinacle des connaissances, ou plutôt de la littératie, on va dire de tête, ce qu'il appelle la littératie de tête, donc les mathématiques, le langage, et délaissant tout ce qui fait la chair, le corps, les émotions, enfin, tout ce qui nous fait nous en tant qu'êtres humains.
et donc reléguant ces activités dans des secteurs, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont plutôt ceux de l'artistique ou du quasi-loisir au moment de l'éducation. Certains systèmes éducatifs, le français en est un, effectivement, parachève cette œuvre en sapant, effectivement, en sanctionnant systématiquement l'erreur. Alors le constat, il n'est pas nouveau, hein, vous le partagez tous. Il y a des réponses pédagogiques depuis les années 70, hein, Montessori, Freinet, enfin voilà. Les évolutions sont très lentes, même si on a des prix ou des éléments encourageants, comme les prix qui ont été décernés à l'ESPE Molitor récemment sur l'innovation pédagogique et qui faisaient la part belle, effectivement, à ces pédagogies-là. Ces pédagogies, elles sont utilisées largement et sans trop de bruit dans l'école maternelle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à partir de l'âge de raison, doivent correspondre à un rationalisme tatillon de l'éducation? Je ne sais pas, je me pose vraiment la question. Et donc, Ken Robinson, toujours lui, dit aussi que les mesures les plus efficaces en matière d'éducation consistent à soutenir le développement professionnel des enseignants. Il cite 3 domaines principaux: les approches créatives de l'enseignement et de l'apprentissage, l'utilisation des technologies numériques pour enseigner et la personnalisation de l'évaluation des élèves. Alors, le guide des compétences, alors sans créativité, le guide de compétences est totalement désincarné. Changer de paradigme est inimaginable sans innovation. Son ambition première, une fois adossée à la plateforme pédagogique qu'on vous présentera, c'est d'accompagner la formation des formateurs d'adultes, plus ou moins jeunes. Mais nous avons le secret espoir, et puis maintenant c'est plus vraiment un secret, hein, qu'il suscite un intérêt auprès de ceux qui forment les plus jeunes. Nous avons tous besoin de trouver le point de convergence entre notre passion et notre talent naturel. C'est là notre première responsabilité sociétale. Je vous souhaite un excellent et chaleureux colloque. Merci. Bonjour. Alors ça va être à moi de faire preuve d'adaptabilité, comme le disait Gérald Majou à l'instant, puisque effectivement j'ai été sollicitée un petit peu, on va dire, dans le cadre d'un rôle un peu institutionnel. Donc je suis Michel Joanneau, je suis responsable des questions d'éducation, de formation et de jeunesse au Commissariat général au développement durable du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Alors une fois que j'ai dit tout ça, voilà, je me jette à l'eau, comme disait Gérald. En fait, comme l'a souhaité l'équipe d'organisation de ce colloque, sur la sollicitation de ma venue pour participer aussi à l'ensemble des réflexions, c'est aussi pour apporter tout l'intérêt et l'importance que nos services de l'État, en tout cas dans le cadre de mon ministère, accordent à ces travaux, à cette dynamique, pour donner une note de créativité, justement, je dirais que il se trouve que probablement, sans le vouloir, vous intervenez déjà sur une question de concordance des temps, de mise en cohérence et en congruence et de conjonction des astres. Il y a des coïncidences heureuses. Ce matin, au Conseil des ministres, Madame la ministre Ségolène Royal, donc ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, présente une communication au Conseil des ministres relative aux emplois de la croissance verte, et à l'évolution des métiers au regard de la transition écologique, du développement de ce qu'on appelle la green tech et d'un certain nombre de sujets associés. Il se trouve également que dans quelques jours s'ouvrira la conférence environnementale 2016, dont les questions d'éduquer et former au monde de demain sera en quelque sorte l'un des fils rouges de débat
qui auront lieu entre les différentes sphères d'acteurs et composantes de la société qui débattent dans ce contexte. Et donc tout cela pour vous dire que nous soutenons cette collaboration qui est très importante pour éclairer la prise de décision. Tous les travaux auxquels vous allez contribuer et évidemment toute la créativité, le potentiel contenu dans l'assistante de cette salle est très importante effectivement pour éclairer et apporter des éléments de prise de décision pour le développement durable, puisque c'est une des missions du ministère. Vous nous aidez à comprendre ou à analyser ou à dévoiler ou à proposer des pistes pour contribuer, pour savoir comment contribuer à créer un cadre propice et les conditions de la mise en capacité des acteurs de la formation pour oser envisager plusieurs futurs, pour articuler les attitudes qui souvent sont traitées de manière antagoniste, l'une qui relève souvent plutôt de la démarche individuelle, par exemple l'exercice de son rôle de citoyen, l'esprit critique, l'autre qui est de dimension plus collective, relative par exemple à la participation aux décisions et à la solidarité, et nous aider aussi par rapport aux missions qui sont les nôtres, à savoir comment dépasser et transcender les obstacles actuels que nous rencontrons pour aller vers ce monde de demain, dans un contexte d'incertitude dont on ne sait pas ce qu'il sera, pour aider et accompagner et dépasser la seule évolution de chacun des individus, pour pouvoir faire accompagner en tout cas les groupes sociaux et les citoyens à faire un saut qualitatif vers ce monde de demain. Et donc le message que je venais vous apporter était celui du soutien à l'ensemble de la dynamique proposée par les travaux qui sont portés par l'Université Blaise Pascal, que je remercie effectivement de permettre ce travail, et évidemment aux équipes qui y sont dédiées. Je vous remercie.